Eden Bio, le seul grand magasin d'alimentation bio en Martinique, vous présente Conversation. Eden Bio, les Hauts-de-Californie, au Lamentin. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conversation. Si vous n'aviez pas regardé l'émission Lié en âge lundi dernier, je recevais dans cette émission Ama Mazama. Ama Mazama qui est professeur d'études africaines aux États-Unis. Elle est docteure en linguistique, elle a publié de nombreux articles et livres traitant de l'afrocentricité, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, et qui plus est, elle est prêtresse vaudou. Je l'ai reçue dans l'IANAGE la semaine dernière et j'ai tenu à pouvoir avoir avec elle une conversation, cette conversation qui dure 1 heure et qui est diffusée le samedi. Peut-être regardez-vous à 6 heures, sachez qu'elle est rediffusée aussi à 22h05, c'est 05 sur KMT bien sûr, et puis vous pouvez l'entendre parallèlement, simultanément plus exactement sur FM+, la radio 88.9. Alors, Ama Mazama, bonjour, bien sûr. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir dans notre studio pour parler à nouveau. Et puis d'ores et déjà, je vous ai prévenu que lors de vos passages en Martinique, il faudra me prévenir pour que vous puissiez faire aussi des passages sur KMT dans nos émissions, parce que ce que vous avez à dire est très important. Je pense que c'est très important et celles et ceux, j'espère, qui vont nous regarder, nous écouter, en seront convaincus. Eux aussi, en tout cas, il faut prêter une oreille très, très attentive à ce qui est dit là. Mais avant de lancer notre sujet et de vous poser les questions que j'ai envie de vous poser, sachez qu'à la suite de l'émission Lianage que nous avons faite lundi dernier, vous avez, à un moment, je vous ai parlé, vous parliez de Marcus Garvey, et je vous ai dit que la communauté, tous les membres de la communauté Rastafari parlent beaucoup de Marcus Garvey, évidemment. Et vous m'avez répondu, j'espère ne pas trahir votre idée, vous m'avez répondu, oui, mais peut-être ne l'ont-ils pas lu ou ne l'ont-ils pas lu comme il faut. Alors, réaction, et vous répondrez à cela, réaction, j'ai reçu un mail du président de l'Ethiopian World Federation, Jean-Gabriel Rochambeau, Ras Cephas, que je salue d'ailleurs au passage, et je vais vous lire ce mail et vous demander d'y répondre brièvement, parce qu'il ne faudrait pas que ça prenne tout le temps de l'émission non plus. Et sachez, membres de la communauté Rastafari, que j'ai invité l'Ethiopian World Federation et qui vous voudrez pour une émission que nous ferons en janvier où vous expliquerez, vous aurez si on peut dire, un droit de réponse. Alors voilà ce que dit ce mail. L'objet, c'est justice pour le mouvement Rastafari. Amour béni. L'Ethiopia Africa Black International Congress, excusez-moi, je passe, organisation officielle au sein du mouvement Rastafari en Martinique, regrette les propos démesurés proférés par le professeur Ama Mazama à l'encontre du mouvement Rastafari. Le lundi 21 sur les antennes de KMT, etc. De tels propos sont contraires à notre désir d'unifier l'Afrique et sa diaspora. Nous invitons Madame Ama Mazama à s'entretenir avec les véritables défenseurs de la foi Nyabingi Rastafari avant de discréditer le mouvement dans son ensemble. En effet, nous ne pouvons pas laisser dire que le mouvement Rastafari n'a pas compris le message de l'honorable Marcus Garvey ou qu'il s'est trompé à son sujet. Cela est faux. Et nous sommes prêts à venir porter les réponses aux interrogations de tous concernant la philosophie et le mode de vie Rastafari. Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié Ier et l'honorable Marcus Garvey nous appellent tous deux à nous unir pour la rédemption de l'Afrique. Alors ne tardons plus, unissons-nous, paix et amour, respectueusement, et c'est signé le chairman de EABIC en Martinique, l'honorable prêtre Harry Clairvoyant d'Israël, le président de l'International World Federation, monsieur Jean-Gabriel Rochambeau.
Écoutez, je respecte leur réponse, hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient d'accord avec moi de toute façon. Et je pense qu'on doit pouvoir justement dialoguer. Je vais quand même maintenir ma position par rapport à Marcus Garvey. Et je pense qu'encore une fois, Marcus Garvey mérite d'être lu de très près, quand son message mérite d'être analysé de très près, et qu'on a besoin justement de réanalyser le rapport entre Marcus Garvey et le mouvement Rasta para Rasta, je le maintiens. Oui. Et c'est pour cela, voyez-vous, que j'ai traduit, n'est-ce pas, le livre de Marcus Garvey en français, justement pour qu'on puisse voir ce que Marcus Garvey a dit. Et ce texte, le message au peuple, co-philosophie africaine, et vraiment le testament philosophique de Marcus Garvey, dans lequel il s'exprime très clairement sur sa vision par exemple, des relations interraciales, etc. etc. Moi, je suis pour l'unité, je suis pour la paix, mais pas sur n'importe quelle base. Alors ce livre justement de Marcus Garvey que vous avez traduit à Mazama s'appelle Message au peuple, le cours de philosophie africaine. Il vous sera montré d'ailleurs à l'écran par notre réalisateur et il est aux éditions Ménébuc. Tous vos livres d'ailleurs sont aux éditions Ménébuc, non? Non, 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 pas spécialement. Non, j'ai 4 livres chez Ménébuc. J'ai des livres chez Jazor, éditeur guadeloupéen, et j'ai des livres à compte d'auteur. Par exemple, mon tout dernier livre, Religion et Renaissance africaine, est à compte d'auteur. Ah, Religion et Renaissance africaine est votre tout dernier livre. Je croyais que c'était l'impératif afrocentrique. Non, celui-là date de 2003 quand même. Ah, il date de 2003, j'ai même pas vu ça. Enfin bon, il n'empêche qu'il est tellement d'actualité que... Tout à fait, malheureusement. Malheureusement, effectivement. L'impératif afrocentrique, c'est en tout cas sur ce livre-là, parce que je n'ai pas lu les autres, que nous allons baser cette émission. Ama Mazama, je voudrais commencer en vous lisant, en vous citant dans ce livre, l'impératif afrocentrique, à la page 177. Je vais la chercher tout de suite, ça fait un petit peu mais c'est pas grave, vous voudrez bien nous pardonner que je retrouve cette page. Voilà. Alors vous dites, et ça va nous servir d'introduction, vous dites ce qui est requis, c'est une décolonisation totale, non seulement de notre esprit, mais en fait de tout notre être. Nous ne nous faisons pas d'illusions. La tâche est immense et probablement l'affaire de plusieurs générations. L'Occident continue à contrôler une grande partie des modalités de notre existence. Ceci dit, nous devons d'entamer le processus de libération qui permettra aux enfants de nos enfants de vivre autrement que dans une servilité d'autant plus tragique qu'elle s'ignore comme telle. Je m'arrêtais là. Si j'avais pu, j'aurais lu tout le livre, ou presque tout le livre, pour nos téléspectateurs et auditeurs. Voilà votre sujet. L'afrocentrisme, alors l'impératif afrocentrique, et vous nous dites, nous, Africains, descendants d'Africains, vous vous dites vous-même, je le rappelle, africaine d'origine guadeloupéenne. J'avais dit africaine guadeloupéenne, mais vous dites d'origine guadeloupéenne. C'est bien ça? Oui, africaine de la Guadeloupe. Oui. Africaine de la Guadeloupe, voilà. C'est comme ça que vous l'aviez dit et c'est sur votre livre que c'est marqué d'origine guadeloupéenne. Vous nous parlez de nous libérer mentalement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que, si vous voulez, il y a plusieurs aspects de l'asservissement. Il y a l'aspect physique, qui a pris fin en 1848 avec l'abolition de l'esclavage, qui a pris fin dans les années 60 avec les indépendances politiques, l'indépendance politique des Africains, etc. Et que, quelque part, on a sous-estimé l'impact de l'aspect mental de la servitude. Et nous sommes en plein là-dedans. Vous voyez, nous sommes en plein là-dedans. Et souvent, nous n'en sommes même pas conscients parce que nous avons été tellement conditionnés, tellement formatés pour voir le monde à la manière occidentale que nous avons des comportements totalement aberrants. Et non seulement aberrants, bon, aberrant c'est une chose, mais en fait dangereux et contraire à nos intérêts. Vous savez, des choses vraiment très simples.
par exemple, j'ai donné des noms africains à mes enfants et je dois m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris. Auprès de qui? De gens qui s'étonnent, qui me À disent... l'école, par exemple? Ah ben non, bon, mais ils vont pas à ils vont pas à l'école. l'école. On en parlera d'ailleurs. Ils ne vont pas à l'école, mais d'une façon générale, les gens demandent leur nom. Tu t'appelles comment? C'est quoi? Mais ils me regardent, mais madame, pourquoi? J'ai dit, mais écoutez, si vous rencontriez une petite chinoise qui avait un nom chinois, vous ne lui poseriez pas cette question. Vous rencontreriez un petit français qui s'appelle David, Marc ou je ne sais quoi, vous ne poseriez pas cette question. Mais quand il s'agit de nous, les Africains, on pose la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes vous-même? Et nous-mêmes, nous posons cette question-là. Vous voyez? Et c'est vrai ici dans la diaspora et c'est vrai en Afrique aussi. Le problème, c'est que nous avons été, et vous l'expliquez fort bien dans ce livre, que vraiment je recommande à tout le monde. Hein. S'il n'y a qu'un livre à lire, je pense que c'est celui-là. Cela dit, je n'ai pas lu les autres, mais celui-là est déjà, les autres, je veux dire les autres que vous avez écrits, mais celui-là est fondamental parce qu'il explique les choses très très bien, votre propos. Et il y a une introduction qui est faite par quelqu'un que je ne connais pas, mais vous allez nous rappeler son nom d'ailleurs. Molefi Keïta-Asante, Oui. qui est d'ailleurs le fondateur de la théorie afrocentrique. C'est lui qui en 1980 a sorti ce livre phare, qui est d'ailleurs ici, qui a été traduit en français par moi aussi. Oui, l'afrocentricité. L'afrocentricité. Je n'ai traduit que 2 livres. Le livre de Molefi Keïta-Asante et le livre de Marcus Garvey. Parce que pour moi, ce sont vraiment 2 repères fondamentaux. Donc, le livre de Molefi Keïta-Asante a été écrit en anglais? A été écrit en anglais, il est sorti en 1980 aux États-Unis. Et en 2003, donc, j'ai publié la traduction en français aux éditions Ménébuc, justement, en même temps que ce livre. Donc, les 2 sont sortis en même temps, la même année. Alors, il nous dit dans son avant-propos, il parle de la nécessité dans laquelle les Africains se trouvent aujourd'hui de réévaluer, de restructurer leurs réponses aux réalités politiques et historiques du monde. Ça, c'est fondamental. Mais alors, expliquez-nous, comment allez-vous faire pour expliquer, par exemple, aux Martiniquais, ou aux Guadeloupéens, aux Guyanais, enfin bon, à tous les afrodescendants, comment allez-vous faire pour leur expliquer qu'ils sont africains? Écoutez, il y a un travail de recherche qui est fait, n'est-ce pas? Donc ça, on peut aborder la question de façon rationnelle, de façon scientifique. C'est ce que j'ai fait dans mon livre Langue et identité en Guadeloupe, vous voyez, dans lequel j'ai établi, à mon avis de façon incontestable, bon bien sûr on peut toujours contester, mais bon, à mon avis de façon incontestable, les racines africaines de la langue dite créole, vous voyez. Donc il y a un travail déjà, par exemple. Et il y a des tas d'autres choses, des tas d'autres aspects de notre existence sur lesquels on devrait se pencher très sérieusement. Vous voyez, si nous n'étions pas occupés par des problématiques qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes, nous investirions notre énergie intellectuelle dans ce genre de recherche. Donc je pense que c'est un aspect déjà. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect spirituel. Je pense que nous répondons spirituellement à l'Afrique, que nous en soyons conscients ou non. Le problème, c'est que comme nous ne connaissons rien de l'Afrique, parce que nous n'avons rien appris de l'Afrique, pourtant l'étant nous ne la reconnaissons pas. Vous voyez, au moment même où nous sommes vraiment, nous vivons notre africanité, nous ne le savons pas et nous allons même le nier. Je suis en Guadeloupe quand je présentais mon livre qui est quand même sorti en 1998, que je disais à mes compatriotes, vous savez, nous sommes africains. Ils me disaient, ah non, surtout pas moi, hein. Il ne faut pas me raconter des histoires, moi je n'ai rien à voir avec l'Afrique, l'Afrique c'est très loin, c'est fini ces histoires-là, moi je suis créole, je suis métis, je suis guadeloupéen. Et je leur montrais que par exemple, vous savez, même quand par exemple vous injuriez, est-ce que vous savez que vous utilisez en fait une phrase africaine qui Congo? Vous ne vous rendez même pas compte de cela. Oui. Quand vous nommez les aspects les plus intimes de votre existence, ce sont des mots africains, mais purs d'Afrique, sans même de transformation. Et vous ne le savez pas, et vous vous entendez que vous n'êtes pas africain. Et pourtant, les aspects les plus importants de votre vie sont encore marqués par l'Afrique. Alors, dans votre livre L'impératif afrocentrique, il y a le début est consacré à ce qu'on peut appeler la suprématie blanche. Vous vous attachez à expliquer comment
par quel mécanisme insidieux, vicieux, je pourrais même dire, se sont instillés en nous, on nous a instillés, on nous a conditionnés mentalement, à tel point qu'aujourd'hui on est capable de dire je ne suis pas africain. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, évidemment, je renvoie tout le monde à la lecture de ce livre, mais j'aimerais que vous nous disiez ce que vous appelez suprématie blanche et sur quoi elle est basée. Voilà. La suprématie blanche, c'est d'abord, c'est un système de domination, donc c'est organisé. Ce n'est pas au niveau individuel et personnel, parce que souvent les gens me disent oui, mais moi j'ai quand même de bons amis blancs, ils ne sont pas méchants eux-mêmes, ils regrettent, ils voudraient que ça soit autrement. Ce n'est pas là la question. Parce que même ces bons blancs gentils qui regrettent, qui ont honte, etc., eux aussi, qu'ils en soient conscients ou non, mais les plus honnêtes l'admettent, ils profitent de ce système de domination blanche qui est en place pour bénéficier, n'est-ce pas, pour profiter aux blancs, aux gens qui ont la peau sans mélanine. Voilà, les leucodermes, si vous voulez. Et ils en profitent. Et on le sait. On le sait, on le voit dans la vie quotidienne. Oui, mais c'est un aspect des choses que peut-être on abordera en parlant de racisme. Une dame m'a appelé, une amie m'a appelé après l'émission que nous avons faite lundi, et elle adhère totalement. Elle m'a demandé de lui acheter les livres que vous avez écrits, mais elle m'a dit en même temps, mais Dani, cette dame est raciste, donc il faudra, oui. Et pourtant, c'est quelqu'un enfin bon, c'est important quand même que vous expliquiez, que vous parliez de ça, parce que quand vous parlez dans votre livre, ça revient beaucoup, les blancs ceci, les blancs cela, les blancs, etc. Donc, on peut difficilement, elle n'a pas lu votre livre, elle vous a juste entendu parler lundi. D'accord. Non, je sais, c'est quelque chose qui m'est souvent dit. Et vous savez, moi, être raciste, pas raciste, c'est pas vraiment ma problématique. Donc, je n'ai pas l'intention de me défendre contre cela. C'est pas moi qui ai inventé le racisme, mais moi, je me trouve en tant qu'Africaine, en tant que Noire, dans une situation qui me minimise, qui me supprime, en fait, il y a une discrimination profonde contre moi, un système qui est érigé contre moi, contre les miens. Quand je dis moi, c'est pas moi simplement à Mamazama, mais contre les miens, c'est contre ceux avec lesquels je partage une certaine histoire, une certaine culture, une certaine biologie. Et ce système-là, il faut qu'on en parle. Donc moi, en général, on me dit que je suis raciste, quelque part pour me faire taire, pour qu'on ne parle plus justement du racisme des Blancs, du privilège associé au fait d'être blanc. Je ne sais pas comment on vous le dit, mais enfin, la personne à laquelle je fais allusion, qui m'a dit cette dame est raciste, elle me l'a dit en riant, en disant, bon, mais ce n'était pas du tout hostile. Non, non, je vous entends bien. Hein, on me le dit parfois en riant, on me le dit aussi parfois avec hostilité. Hein, au point de censurer mes émissions dans certains médias. Parce que je dis des vérités, qui dérangent. Vous voyez, on va me dire, ok, bon, non, Martinique, on est tous français, on a le passeport français, ma soeur est mariée à un blanc, ma grand-mère était mariée à un blanc, enfin bref, donc la litanie de propos habituels. Mais la vérité que quand on est en Martinique, par exemple, la Guadeloupe, c'est pareil, on voit bien qu'on est dans une société dominée par les blancs, n'est-ce pas? Vous allez à l'école, non, mais par exemple, vous allez à l'école, qu'est-ce que nos enfants apprennent dans cette école soi-disant pas raciste? Ils apprennent à glorifier les blancs. Ils apprennent à glorifier le monde blanc, les valeurs je dirais des occidentaux. Moi, je préfère ce terme, mais enfin bon, je ne sais pas si on aura le temps. Vous dites dans votre livre au début, l'Occident domine le monde par le biais d'une violence organisée. Et c'est de cette violence organisée que je voudrais qu'on parle. Et un peu plus loin, vous dites des décrets créés et adoptés par les Blancs dans le principal but d'assurer leur hégémonie. Et c'est ça, en fait, c'est un système, Mazama, c'est un système plus politique qu'une histoire de couleur de peau. La couleur de peau, ma foi, c'est pas une culture. Alors, regardons par exemple la Cour pénale internationale, n'est-ce pas, instituée, je crois, il y a 7 ans de cela, et qui a jugé 7 individus, donc Cour pénale instituée par des Occidentaux, on ne va pas les appeler les Blancs, bon, on va les appeler les Occidentaux, par les Occidentaux,
Et quelles sont les 7 personnes qui ont été jugées par cette Cour pénale internationale, donc qui s'arrogent le droit de juger, hein? 7 Noirs, 7 Africains. Ah bon? Voilà. Ouais. C'est pas pour eux. Pourquoi est-ce qu'on n'y met pas Bush, hein? Le Par blanc exemple. Bush, responsable quand même d'une tuerie sans nom en Irak, qui a menti, etc., en disant qu'il y avait des armes dangereuses. C'est pour ça qu'il fallait envahir l'Irak. Je vous rappelle quand même, il y a eu plus de 100 000 morts en Irak. Hein? Pourquoi est-ce que Bush n'est pas à la Cour pénale internationale? Vous voyez bien que c'est une cabale, c'est une supercherie encore. Donc maintenant, on y traîne Laurent Oui, Gbagbo. mais c'est un système, mais Mazama. pourquoi C'est un il n'y a système pas de qui blanc, sert une justement? politique, qui sert une suprématie qui n'est pas la suprématie d'une couleur, Vous ne mais voyez pas ça comme ça? la Ça veut- suprématie d'un système social. Non, mais ce n'est pas seulement un système social, c'est un système Et social économique. et économique qui coïncide avec un système racial. On ne peut pas le nier quand même. Oui, Hein? non, Les mais colons, tout ils à étaient de fait. quelle couleur? Tout à fait d'accord. Mais Les enfin, col- cette non, mais façon de les pointer les oui. blancs me pourquoi? paraît spécieuse dans la mesure où, oui, dans la mesure où c'est un système, il y a des opprimés qui... Les opprimés n'ont pas de couleur, les colonisés n'ont pas de couleur. Vous Il y a des colonisés de tous côtés. Et il y en a autant. Donc vous pensez qu'on peut mettre Non. toutes les souffrances au même niveau et toutes les oppressions au même niveau? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement, je vous interroge là-dessus. Est-ce qu'il ne serait pas préférable, hein, on est là pour discuter, Bien sûr, bien sûr. est-ce qu'il ne serait pas préférable, plutôt que de stigmatiser les blancs, une couleur de peau, stigmatiser un système économique surtout qui est basé sur le FMI, la Banque mondiale, etc., dont, entre parenthèses, je salue Hugo Chavez qui s'en est retiré. C'est une excellente nouvelle, bravo à lui, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Non, mais je pense, voyez, c'est ça notre problème. Et encore une fois, l'Occident a très bien fait le travail. C'est-à-dire que cette histoire de race devient presque tabou. Il ne faut pas nommer les choses par leur nom. Moi, j'aime Hugo Chavez énormément parce que lui, il les nomme par leur nom. Oui, N'est-ce c'est pas? vrai. Il va droit au Ah, il but. fait pas de- Hein, il fait pas de cadeaux. il fait pas de cadeaux. Voilà comment ça se passe. Et Hugo Chavez et je pense qu'il est très clair. Il comprend très bien le système auquel il a affaire, qui n'est pas simplement un système économique, qui n'est pas simplement un système social politique, mais qui est aussi un système racial. C'est un système racial. Alors donc vous pensez que c'est comme par hasard que le Père Noël est blanc? C'est comme par Non, hasard. bien sûr que non. Je suis rentrée dans Alors, la justement- cathédrale de Fort-de-France ce matin avec ma fille. Elle ne voulait pas. J'ai dit, viens, il faut que je te fasse voir ça. Je crois que c'est la Voir première quoi? fois. Voilà, j'ai dit, viens, j'ai quelque chose à te faire voir. Alors, elle ne voulait pas. Elle est rentrée avec beaucoup de réticence. Elle est restée sur le pas. J'ai dit, non, il faut que tu vois. Alors, j'ai dit, celui-là, là. Alors, c'est un saint, n'est-ce pas? Blanc. J'ai dit, on rentre un petit peu encore. Sur tous les vitraux, les machins, des blancs. J'ai dit, tu vois? Voilà. Et qui c'est qui est là, agenouillé comme ça, là? Des noirs. Non, mais moi, je vois, enfin, je sais pas. Maintenant, on a une espèce de sexité qui nous empêche de voir les choses en face et de dire les choses telles qu'elles sont. Et pourtant vous adhérez à ce que j'essaye de vous dire. Quand vous dites le rôle joué, vous parlez du rôle joué par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, par exemple. Oui. Vous le dites, ça mérite, sous couvert d'aide financière et de programmes de restructuration structurelle, bon, ces gens-là ont asservi l'Occident. L'Occident a imposé sa façon de voir, etc. Alors, les Nations Unies, ça a été créé par qui? Le FMI, ça a été créé par qui? Les gens qui contrôlent. Non, par exemple, vous savez, quand on a eu des problèmes sociaux en Guadeloupe avec le LKP, tout ça, c'était vraiment très clair. Ah oui, là, on ne pouvait plus même un ministre français a été obligé de se rendre à l'évidence. Voilà, donc on voyait donc les gros patrons, entre guillemets, qui sortaient de leur réunion, ils ressemblaient à des filous et des voleurs. Ils étaient tous blancs. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Yves Gégaud, qui était ministre de l'Outre-mer, entre guillemets, qu'est-ce que lui-même il connaît de soi-disant l'Outre-mer? Ça l'a frappé, il est entré, il a vu les patrons, il a dit, mais quoi, ils sont tous blancs, les patrons. Voilà. Mais voilà ce dont je parle. Il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face et dire, bon, vraiment, vous voyez, j'ai un ami même en Afrique. Vous pensez que essayer de contester le fait de stigmatiser les blancs en tant que blancs, c'est se voiler la face? En quoi est-ce que je les stigmatise? Je ne les stigmatise pas. Je dis simplement qu'il y a une réalité. À juste titre. Que le monde, que nous avons une espèce de binarisme racial qui a été créé donc justement
Pars, c'est le coderme. Ils se sont érigés en race supérieure. On sait que tout ça, c'est très arbitraire, qu'il n'y a qu'une race humaine. D'accord? Oui. Sur le plan scientifique, on sait que génétiquement, nous sommes à 99,9% identiques. Donc, on le sait, ça, il n'y a qu'une race humaine. Vous voyez? Ce n'est pas un concept que moi j'ai créé. C'est un concept qu'ils ont créé parce que ça les arrangeait, ça les arrange toujours. On parle de la Banque mondiale. Je vous donne un exemple. Voilà, on me dit, voilà, c'est un système, etc. 1986, la Banque mondiale décrète que pour avoir accès à un prêt de la Banque mondiale, il faut s'engager à une procédure de réduction de la population. Alors, c'est quoi leur souci? Le souci, c'est de diminuer la population de couleur, c'est-à-dire ceux qui ont de la mélanine. Pendant qu'ils font ça, ils créent toutes sortes d'organismes dans leur propre pays Pour encourager la natalité Absolument. blanche. Ouais. Voyez? Donc les bébés blancs, on en veut, on en veut, mais les bébés de couleur, on n'en veut pas. Non, mais de toute façon, des exemples comme ça, il y en a plein. Oui, La façon dont oui. on encourage les Français à venir s'installer en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, venir s'y installer, finir passer leur retraite, ou venir, on les incite, il fait beau, etc. C'est du génocide par substitution. On est bien d'accord là-dessus. Il y a tout un processus qui est engagé. Mais j'aimerais... Oui, alors qui s'articule autour de quelle notion? Une notion raciale. C'est-à-dire Oui. qu'il faut encourager le peuplement blanc, qui est d'ailleurs en grande difficulté, et à l'inverse, il faut encourager les peuples de couleur à ne pas se reproduire. Vous voyez, on ne peut même pas avoir un prêt de la Banque mondiale si on n'a pas aussi une politique de réduction. Les actions de planning familial, c'était ça. C'était comment faire qu'il y ait moins d'Africains, comment faire qu'il y ait moins de Chinois, comment faire qu'il y ait moins d'Indiens, parce que ces gens-là vont... Alors, pour faire comprendre ça, nous sommes en Martinique, là, donc je vais parler essentiellement des Martiniquais, mais je suis tout à fait consciente que le problème est le même pour les Guadeloupéens, pour les Guyanais, et les autres d'ailleurs, même ceux qui n'ont pas été colonisés par la France. Comment allez-vous faire pour convaincre? Vous parlez longuement des religions, vous parlez du rôle du christianisme dans l'asservissement, dans l'aliénation des esprits, le rôle important qu'il a joué. Comment allez-vous faire pour expliquer ça à des gens qui parlent de leur Dieu blanc à tout bout de champ, c'est à demain si Dieu veut, c'est bon, on fait pas telle chose, enfin bref, c'est tellement ancré. Comment allez-vous faire pour leur dire, mais vous priez un Dieu blanc, vous essayez, tout vous incite à essayer de ressembler. En plus, Jésus-Christ n'était pas blanc, c'était pas un Européen, Jésus-Christ, vous le précisez d'ailleurs très bien, c'était pas un Européen, mais les Blancs l'ont montré comme un blond roux, avec des yeux bleus ou verts, etc. C'est ainsi qu'on le voit dans les films. Alors comment vous allez faire pour faire... Comment allons-nous faire? Je m'inclus. Alors, écoutez, vous posez une question extrêmement importante parce que analyser l'Occident, déconstruire l'Occident, c'est une étape nécessaire parce qu'il faut savoir à quoi on a affaire. Il faut analyser la bête de près. Et c'est une bête monstrueuse et qui est aussi très forte, qui a des tentacules, vous voyez, dans le domaine religieux, dans le domaine scolaire, dans le domaine politique, économique. Mais ce qui la sous-tend, ce qui soutient cette bête, c'est la force de cette bête. C'est encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est sa blancheur. C'est cette idée d'identité blanche qu'elle s'est construite, qui lui permet de s'opposer aux autres et de justifier à ses propres yeux, le fait qu'elle doive dominer. Vous voyez, qu'elle puisse dominer, qu'en fait, il lui incombe de dominer. Je crois que c'était Auguste Comte qui disait que le contrôle du monde a été irrévocablement conféré aux Blancs. Il le disait. Ah oui, oui, voilà. Non, puis il n'y a pas que ça. C'est irrévocable, on n'en parle plus, l'affaire est... Les soi-disant grands écrivains européens. Donc, la réponse à votre question, c'est que nous devons nous organiser. Nous devons, quand nous invitons, et c'est l'objet de mon livre Religion et Renaissance africaine, quand nous disons à nos frères et à nos sœurs en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs, sortez de cette histoire-là, et certains sont conscients, beaucoup plus qu'on l'imagine d'ailleurs, mais qui disent oui, mais je fais quoi? Je peux leur dire venez dans le vaudou, mais on a peur du vaudou.
parce que évidemment. les Blancs, Ça a été diabolisé. voilà, ça a été diabolisé. Alors non, vraiment, non, je ne pense pas que je sois prête. Je respecte ça parce que c'est un processus. Oui. Donc, qu'est-ce que nous avons forgé comme réponse? Nous avons créé une organisation qui s'appelle Afrocentricity International et qui a 4 volets fondamentaux. Le plus important, c'est le volet spirituel, religieux. Nous avons créé, qui s'articule autour de ce qu'on appelle Mwikadilo Muya, qui est en Chiluba, qui veut dire devenir humain, qui est une notion philosophique africaine très importante. Mwikadilo Muya s'est doté d'un livre sacré et d'un livre de rituels. Alors c'est ça notre réponse. Nous sommes en train de monter l'Afrocentricité internationale. Les 3 autres volets, je dois le dire parce que j'imagine que certains se posent la question. Il y a l'aspect économique qui rentre dans le programme de la vision de Marcus Garvey. Il pensait que nous devions être forts économiquement. L'aspect économique, il y a l'aspect politique. Nous devons être présents sur le plan politique. Et il y a l'aspect intellectuel et éducatif. Nous devons éduquer les nôtres. Oui. Vous savez, on peut se plaindre, évidemment. Les Européens ont créé les écoles, leurs institutions, dans leur propre but, dans leur propre intérêt, qui est de se glorifier. Donc, on ne peut même pas leur en vouloir. Maintenant, nous continuons à envoyer nos enfants dans leurs institutions en nous leurrant, en pensant que nos enfants vont apprendre des choses qui vont les fortifier en tant qu'Africains. Et donc, ça ne peut pas être. Justement, ça nous amène à parler du fait que vous, vos propres enfants, vous ne les envoyez pas à l'école, vous leur faites la classe, vous avez la chance d'avoir les capacités qu'il faut pour ça, c'est pas donné à tout le monde. Et vous, comment faites-vous? Est-ce que vous prenez le contre-pied systématique? Non. Comment ça se passe? Non, nous ne sommes pas dans la résistance et l'opposition, nous sommes dans la construction. Voyez. Donc, je fais déjà une distinction entre la scolarisation et l'éducation. J'essaie d'éduquer mes enfants, c'est-à-dire d'en faire des êtres complets. Et là, je m'appuie sur la tradition africaine, qui en fait, en tant qu'individu, en tant que personne humaine, on a différentes composantes. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect intellectuel, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect émotionnel, il y a tout ça. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus facile qu'on imagine. Il y a beaucoup plus d'Africains, en particulier aux États-Unis, qui se tournent vers cette option parce qu'on se rend compte que vraiment, le système scolaire occidental ne convient pas à nos enfants. Alors, pourquoi ne convient-il pas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Précisément parce que c'est un système raciste. Ils ont quand même dépassé l'idée de nos ancêtres les Gaulois. Non, ils ont dépassé l'idée de nos ancêtres les Gaulois, certes, et encore, mais ils ne nous apprennent rien de nous-mêmes, rien de positif. Vous voyez, rien qui nous permet de nous structurer, rien qui va nous donner de la force en tant que qui nous sommes. Donc maintenant, c'est une identification insidieuse aux Blancs. Oui. Et qui amène bien sûr à des comportements très bizarres, où on se prend pour un blanc ou une blanche. Alors on peut donner des exemples écoutez, à l'école, on montre... Par exemple, le fait déjà que nous ne voulions pas nous identifier à l'Afrique. L'Afrique, elle est mentionnée comment et quoi? Peut-être dans le meilleur des cas, dans le cas de l'esclavage. Hein. Oui. Alors voilà, on était esclaves des Blancs, et puis finalement ça n'a jamais fini, hein, parce qu'on voit bien encore une fois qui possède quoi, qui gouverne, qui dirige, qui prend les décisions, on le voit. Hein. Mais alors, les enfants ne sont pas dupes. La Martinique est un département français. Oui. La Martinique et la Guadeloupe sont des départements français, donc appartiennent à la France. Il y a ici des enseignants qui viennent de France, qui quelquefois ne connaissent rien au pays et qui viennent enseigner à des petits Martiniquais qui ne savent pas parler la langue que les petits Martiniquais entendent chez eux. Comment pouvez-vous... Alors vous, la solution que vous avez prise, que vous avez choisie, c'est d'élever vos enfants vous-même, d'éduquer vos enfants vous-même, de leur donner l'éducation scolaire dont vous pensez qu'elle correspond à ce qu'ils doivent recevoir et qui va leur permettre d'être épanouis, d'être souriants, de ne pas être comme... D'avoir confiance en eux. D'avoir confiance en eux. On constate beaucoup, par exemple, moi j'observe cela, que les enfants, les petits Martiniquais, sont très souvent assez timorés, ils ont peur, ils baissent la tête, ils ne savent pas répondre quand on leur pose une question, etc. Et ça, c'est la démonstration de cette aliénation. Tout à fait. Ils nous sapent à la base, cette confiance en nous.
nos capacités de créatrices, en notre intelligence, ça s'est sapé. Parce que l'enfant, vous savez, bon, nous, en tant qu'adultes, nous pouvons avoir une espèce de cécité, on choisit de ne pas voir, donc de faire semblant, mais l'enfant n'est pas dupe. Un enfant absorbe énormément de choses. Moi, je le vois avec mes enfants, les commentaires qu'ils font, etc. Ils voient très clairement les choses, vous voyez, très très clairement. Et donc, et ça les marque. Et vous savez, quand on est marqué comme ça dans la tendre enfance, je pense que c'est extrêmement difficile de se défaire de ça. C'est pour ça que je parle de on est marqué à vie. On est marqué à vie, vous voyez. Bon, à des degrés divers, mais on est néanmoins marqué. Donc on passe le reste de son existence à essayer de se défaire de cette blessure, à essayer de s'en sortir, mais c'est très difficile. Alors que les autres, ceux précisément qui sont donc de l'autre côté, qui ont mis le système en place, ils ont un avantage énorme. On a fait des études aux États-Unis, on regardait des enfants de cours préparatoires, donc des enfants qui ont 5-6 ans, des petits blancs, des petits noirs dans la même classe, les petits blancs automatiquement, pour ainsi dire, veulent dominer. Et les petits noirs s'écrasent. À 5 ans. Ça a été observé comment ça Bon, des études qui ont été faites par des psychologues scolaires qui observent comment le comportement d'enfants blancs avec des enfants noirs dans une salle de classe. Voilà. Donc tout de suite, à 5 ans, le petit blanc a déjà intériorisé qu'il domine, parce qu'il a la capacité de dominer. Alors ça, c'est du bluff, parce qu'il n'est pas forcément plus intelligent, il n'est pas forcément plus quoi que ce soit. Mais vous voyez, il y a cette confiance, il y a cette arrogance, parce qu'il est blanc, j'insiste là-dessus encore, parce que je ne vois rien d'autre, et les petits noirs s'écrasent. Et moi, je le vois au niveau, bon, j'enseigne à l'université, je le vois. Quand par exemple, je fais mes étudiants se séparer en groupes pour traiter de réfléchir à une question, et je dis, bon, il faut un porte-parole, je peux vous assurer que c'est toujours le blanc qui est porte-parole. Et ça ne rate pas. Je vous l'assure, c'est toujours le blanc qui, automatiquement, assume cette position. Et nous, alors pourquoi? Vous voyez? D'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pour moi, c'est l'école. Donc, je ne veux pas que mes enfants, pas seulement mes enfants, subissent ça, et que moi, en tant que maman qui veut ce qu'il y a de mieux pour mes enfants, c'est naturel en tant que maman, que je doive essayer de les rassurer. Non, tu peux, mais oui, il faut croire en toi. Tous les matins, tu vas répéter, je crois en moi, je suis intelligente. Je connais des parents qui font ça, vous imaginez? Pour essayer de contrer. Essayer voilà, de, non, mais de vraiment. prendre le contre-pied. Et vous pensez que ça va marcher? Parce que pendant 8-9 heures, l'enfant est soumis à quelque chose qui lui dit tout à fait le contraire. Hein? Et quand vous ouvrez un livre, vous savez, il y a plusieurs genres de curriculum, de programme. Alors, il y a ce qui est dans les livres, et puis aussi ce qui n'est pas dans les livres. Et le message est tout aussi puissant. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'Afrique? Parce que l'Afrique n'a rien inventé, c'est ce que Césaire nous disait. Il y a des gens sauvages, primitifs, machin, qui sont en Afrique, donc on n'en parle pas. Et il vaut mieux parce que, on va plutôt parler de l'Europe. Mais par exemple, il y a des réactions qu'on devrait avoir naturellement, viscéralement. En cette période de Noël qui est passée, là, on va dans les magasins et on voit des poupées blanches, mais rien que ça. Et si on a le toupet de demander une poupée noire, on vous dit oh ben non, il n'y a pas ça, il faut aller dans un endroit spécialisé, etc. Ça m'est arrivé aussi de chercher, de demander une poupée noire. Je voudrais une poupée noire. Enfin bon, ils ont créé une poupée Barbie noire. Quand on voit la Barbie, on voit simplement qu'on lui a peint le visage. Elle a des cheveux. Oui, bien sûr. Mais comment se fait-il que nous acceptions à ce point cette aliénation-là? Comment se fait-il que nous soyons... Parce que vous savez, nous ne la reconnaissons même pas. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Donc, et le problème, c'est que quand des gens comme moi viennent et commencent à poser comme ça, je suis le problème. Je suis donc raciste. Alors que je pose une question très simple. J'étais à Dakar, au Sénégal, il n'y a pas longtemps. J'ai demandé une poupée noire au mafieux, une noire, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle raconte. Je racontais ça, mais le monsieur était surpris. Mais ici, quand on voit les jeux, par exemple, il y a des gens qui s'insurgent contre la violence et qui disent il faut arrêter de vendre des jouets, des fusils aux petits enfants de Martinique. Il faut arrêter de leur vendre de la violence finalement, de leur donner de la violence. Mais cette violence-là nous interpelle. Pourquoi est-ce que ça ne nous interpelle pas qu'on donne à nos filles, puisque c'est pour les filles, les poupées, qu'on donne à nos filles des poupées blanches, blondes, avec des yeux bleus, etc. Parce que quelque part, peut-être que nous-mêmes, nous aimerions bien avoir un bébé blanc comme ça, et nous aimerions peut-être que nos filles aient aussi, un bébé comme ça. Hein.
Vous avez eu sans doute l'occasion de voir une expérience qui a été faite aux États-Unis où on montrait une petite fille, ça a été diffusé sur Internet largement, hein, cette petite fille noire à qui on montrait une poupée noire, alors une poupée blanche bon, qui lui plaisait, puis il y avait une poupée noire, et la poupée noire elle n'en voulait pas et elle finit par elle dire qu'elle n'est pas belle, la poupée noire, hein, elle n'est pas belle, mais la psychologue qui lui pose des questions, lui dit à quelle poupée est-ce que tu ressembles? Alors là, évidemment, elle désigne la poupée noire, puisqu'elle est noire elle-même. Voilà, et elle est toute petite, cette enfant. Voilà, et donc elle désigne, elle montre, elle est toute petite, elle sait à peine s'exprimer, elle montre la poupée qu'elle trouve laide et celle qui lui ressemble. Voilà. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Mais les gens n'ont pas conscience de ça ici. Ici et ailleurs. Pourtant, on voit bien, on est dans un pays colonisé. On nous a appelé département français, mais nous sommes colonisés du début jusqu'à la fin. Vous voyez, et ça va de mal en pis. Hein. De mal en pis. Moi, il y a 2 ans en Guadeloupe, une jeune fille m'a proposé d'acheter une machine à fabriquer de la neige, vous voyez. Là, j'étais vraiment fâchée. Je lui dis, il y a des limites. Je comprends qu'on doive gagner sa vie, qu'on doive manger, mais il y a des limites quand même. Le rôle de l'école, Amma Mazama, je rappelle votre livre, hein, L'impératif afrocentrique, livre d'Amma Mazama, je le répète pour celles et ceux qui nous écoutent en radio. Il est impératif pour nous, nous dit Amma Mazama, impératif d'arrêter de chercher à nous identifier à des blancs. Nous ne sommes pas blancs, nous sommes beaux, nous sommes beaucoup plus beaux que blancs. Et il s'agit, c'est une boutade, hein, on va dire après, Dany est raciste, mais il est vrai que on a, enfin moi, ce que je ressens, c'est une espèce de rancœur vis-à-vis de tout ça. Je suis née en France, j'ai été éduquée en France complètement, mais alors noyée à une époque où il y avait très peu de Noirs, il y avait des Africains, c'était des Africains qui faisaient leurs études. Je n'en ai pas eu dans mon environnement proche. Et ma mère, martiniquaise, nous disait à mes frères et moi, et nous disait, quand vous allez à l'école, ne vous faites pas remarquer en plus, vous êtes déjà noir. Voilà sur quelle base nous sommes partis. Donc, quand on prend conscience, heureusement j'avais un père qui lisait chez Anta Diop, qui écoutait bon, enfin bref, qui parlait de négritude, mais quand on vit avec ça, comment on se construit sinon dans une révolte profonde et dans une rancœur qu'on garde en soi? Une rancœur contre quoi? Contre ce système qui accepte ça, contre le fait que parce qu'on a conscience en soi, on se dit j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien, mais autour de soi, on est environné de choses qui nous disent non, toi tu es moins que rien. Voilà. C'est parfois la rancœur, c'est même contre sa peau noire. Hein. Oui. Hein, dans le meilleur des cas, nous avons une rancœur contre le système parce que nous comprenons qu'il y a une injustice profonde et donc nous n'acceptons pas ce statut inférieur qui nous est assigné d'office parce que nous sommes noirs. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui en fait ont de la rancœur vis-à-vis de leur peau noire, pas contre le système, qui ne comprennent même pas le système. C'est pour ça que je parle de suprématie raciale blanche, qui est un système. Vous voyez, il faut comprendre qu'on est dans un système qui est organisé, planifié à tout instant. Rien n'est laissé au hasard. Schellcher disait à l'abolition de l'esclavage, il faut envoyer ces gens-là à l'école rapidement. Le succès de l'émancipation en dépend. Justement, parlons du rôle des enseignants, le rôle des écoles. Il est fondamental. C'est ça qui nous construit. Donc, nous avons eu, j'ai pas eu d'enseignants martiniquais, mais les Martiniquais, pour la plupart, ont eu des enseignants martiniquais qui étaient dont la mission première dans leur esprit était d'inculquer la France, le bien parler français, surtout renier le créole, renier l'Afrique, renier tout ça, et essayer d'être plus français que les Français eux-mêmes. Tout à fait. Donc eux-mêmes, ils sont formatés, ils sont produits par un système qui les a bien manufacturés, et on nous les place dans des écoles pour qu'ils continuent le même travail d'aliénation et d'autodestruction. Vous voyez ?
Moi, je pense que la solution, c'est vraiment, bon, je sais, à court terme, ce n'est pas possible, mais et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Encore une fois, c'est un système qui est en place et qui veut avoir un certain résultat. Et le système marche très bien, parce que nous sommes tellement, nous sommes toujours dans un état de folie. Vous savez, vraiment de pathologie. Quand vous commencez à vous mettre des crèmes, vous savez que ça vous fait mal, vous continuez, c'est que vraiment ça ne va pas. Vous voyez, dans la tête, ça ne va pas. Vous relevez de la psychiatrie, là. Vous voyez. Je pense que le système, c'est la solution, c'est créer nos propres institutions et retirer nos enfants de ce système-là. Donc prendre le pouvoir politique. Exactement. Bon. Prendre le pouvoir politique, mais aussi avoir un pouvoir économique. Parce que oui, en Afrique, ils ont le pouvoir politique, mais il n'y a pas de pouvoir économique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils étudient pratiquement les mêmes choses que nous. Vous voyez, j'étais au Bénin, Oui. je parlais de ça hier soir. J'étais au Bénin il n'y a pas très longtemps. J'entends un petit garçon qui parle, puis je reconnais des mots. Je lui dis alors, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis en train de réciter ma leçon, j'ai un contrôle tout à l'heure. Et tu sais sur quoi? Il me dit, c'est sur les communes de Paris. La commune de Paris. Voilà. Oui. Oui. Et voilà, donc les différents arrondissements, voilà, la commune de Paris, les arrondissements de Paris. Ah non, pardon, voilà. je croyais que c'était la commune de Paris en 1870. Non, c'est pas ça. Ah non, là maintenant, là comme ça. Alors voilà, alors qu'est-ce que ça a à voir? Nous sommes à Ouida, au Bénin, il y a 2-3 ans, et le petit garçon, ce petit béninois, c'est ce qu'il est en train d'apprendre dans un pays qui est indépendant depuis soi-disant 50 ans. Non, mais le système est tellement pervers en plus que quand on parle des pays africains qui sont dirigés par des Africains, ces dirigeants africains sont la plupart du temps corrompus, la plupart Pourquoi ils sont là? du temps. Mais, oui, voyez, ils ont été mis là, ils sûr. ont été placés là, on a placé là, et puis quand il y en a un qui fait mine de relever un petit peu la tête, il se fait assassiner. Oui, il se bon, retrouve on a des tas d'exemples. à la CPI. Oui. Oui. C'est tout un système vraiment mais pervers, je reprends le mot, qui nous a servi. Alors évidemment, lundi, un auditeur nous a appelé pour dire dans l'IANAGE que les Africains eux-mêmes, la première chose qu'ils faisaient, c'était aller partir en France, mais d'après ce qu'il nous a dit, les télévisions au Sénégal, au Mali, sont des télévisions qui diffusent des émissions qui viennent de France. Tout à fait. C'est renversant, ça. Non, tout à fait. Non, vous avez espoir, vous pensez que le peuple noir, c'est comme ça que je l'appelle, va un jour vraiment, sérieusement, se fâcher? Je pense que nous n'aurons pas le choix. Et il y a plusieurs facteurs qui nous aideront. Le premier, c'est le déclin de l'Occident. Alors, le déclin économique qui est là, je pense qu'on peut tous le voir. Moi, j'habite aux États-Unis, je vois la situation, elle n'est pas brillante. Ça ne va pas. Donc, l'Occident est en train de tomber. Parce que c'était l'une des forces majeures de l'Occident, c'était son pouvoir économique. Oui. On peut acheter, on peut corrompre. C'est comme ça qu'on vous achète. On vous donne quelques os à sucer, de l'argent, voilà. Bon, maintenant, quand il n'y en aura plus, vous savez, ça avait déjà commencé à se passer mal en Guadeloupe, en Martinique aussi. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, les Français forcent la Martinique et la Guadeloupe à être indépendantes. Quand il n'y aura plus d'argent pour payer les RMI de tous ces jeunes au chômage, il y a 100 000 Guadeloupéens qui vivent du RMI. Quand il n'y aura plus d'argent pour ces gens-là, il faudra donner la priorité aux Blancs de France. Donc nous, donc même qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, mais ça nous fera du bien, ça nous oblige. D'ailleurs, beaucoup de gens qui réfléchissent un peu à la situation économique disent saisissons l'occasion, nous en Martinique, en Guadeloupe, tout à fait, ça nous obligera à nous reprendre en main, à savoir que nous sommes capables de nous donner à manger et à boire à nous-mêmes. On n'en est pas encore là. Non, on n'est pas encore là, mais on n'aura pas le choix. Je vous ai dit qu'en Haïti, les gens n'attendent pas de remis puisqu'il n'y en a pas. Vous voyez? En Guadeloupe, on est sur la plage, on voit plein de jeunes qui sont assis, qui ne font rien. En Haïti, la situation est très différente. Ils vont aller vous cueillir des cocos, ils vont fabriquer quelque chose, ils vont venir vous offrir à acheter, ils vont se débrouiller, ils y sont obligés. Donc il y a ce déclin économique de l'Occident, et puis il y a aussi donc, la montée de la Chine, qui est une très bonne chose quelque part en Afrique, parce que ça va permettre aux États africains de se sevrer de l'Occident. Parce qu'il y a la Chine qui est une option et qui est une meilleure option. Pour l'Afrique, quelque part. J'ai dit, mais ça doit être temporaire. De toute façon, c'est mieux, oui. Ça doit être temporaire, parce que moi, les Chinois ne nous obligent pas par les Chinois. Voilà, déjà. Enfin, bon. Et quand ils vous disent qu'ils construisent une route, ils construisent la route. Ils n'empochent pas l'argent, et puis la route, ils vous la font à moitié, n'importe comment. Donc, je pense que quand même, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, il y aura ce sevrage
par rapport à l'Occident. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par la France ou les États-Unis pour tout. Non, 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 pas du tout, vous voyez. Donc il y a ces deux facteurs. Il y a aussi évidemment le déclin démographique de l'Occident. Vous savez, on dit aux Français de venir en Guadeloupe, Martinique, finir leur jour, mais il n'y aura plus beaucoup de Français pour faire tout ça. Hein. Donc quand ils dépeuplent la France commence à ressembler à autre chose. Qu'est-ce que vous espérez pour votre fille? Vous avez d'autres enfants, mais c'est votre fille qui vous a accompagné là aujourd'hui. Comment voyez-vous les perspectives d'avenir pour elle? Il y a une chose que j'apprends à tous mes enfants, y compris ma fille, je ne dirais pas surtout ma fille, mais y compris ma fille, qu'en aucun cas, ils ne doivent se mettre en tête d'aller quémander un travail à qui que ce soit. Que le travail, leur travail, ils peuvent le créer eux-mêmes. Voilà, c'est très important. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai grandi en Guadeloupe où l'idéal c'était de devenir fonctionnaire. Hein, donc c'était ça l'idéal, de devenir employé du gouvernement français. Et donc si on pouvait passer un concours, et puis voilà, on était planqués. Bah, hein, voilà, donc c'est ça, moi bon, je me suis rebellée quelque part contre ça. Je n'ai jamais travaillé, je peux le dire, j'en suis fière, je n'ai jamais travaillé pour l'État français en Guadeloupe. Jamais. Je n'ai jamais reçu mais un franc. vous enseignez aux États-Unis, vous travaillez pour qui? Je ne travaille pas pour l'État américain non plus, je travaille dans le privé. Bon, bien, c'est pas mieux. Hein. Mais enfin, en tout cas, j'ai un contentieux particulier avec l'État français. Donc, vous insufflez à vos enfants l'idée de créer par eux-mêmes l'imagination au pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que de ne pas penser, encore une fois, qu'ils doivent être subalternes, qu'ils doivent dépendre de qui que ce soit. Donc, quel que soit ce qu'ils font, il faut qu'ils sachent qu'ils ont la capacité de se prendre en charge. Et non seulement, il y a autre chose que j'apprends à mes enfants, c'est qu'ils ont une responsabilité. En fait, que c'est leur mission, que c'est pour ça qu'ils sont sur Terre, ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'Afrique. Et donc, ils doivent réussir dans ce qu'ils font afin de pouvoir, pas aider, hein, je n'aime pas ce terme, n'est-ce pas, mais organiser des choses en Afrique ou dans le monde africain, où qu'ils soient, qui permettront à nos frères et à nos sœurs d'être mieux. Ma fille, par exemple, veut ouvrir une école afrocentrique. Elle Elle voudrait avoir une école afrocentrique. Ah bon, oui. Ce serait bien qu'elle va le faire en Guadeloupe ou... Vous savez, peu importe. Là où nous sommes... Elle a quel âge, au fait? Ma fille a 9 ans. Elle a 9 ans, oui, elle a 9 ans. Elle a le temps de construire mon fils, mon aîné, lui, il veut construire des avions et trouver une alternative au pétrole. Donc c'est un grand rêve, je l'encourage. Bon, peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas, mais en tout cas, à 16 ans, 17 ans, il sent que oui, pourquoi pas. Parce que jamais on lui a dit le contraire. Jamais on lui a dit, toi, tu es incapable de faire ça, et pourquoi pas. Ama Mazama, qui est l'invité de conversation aujourd'hui. Ama Mazama, dans son livre L'impératif afrocentrique, nous dit à un moment, ainsi donc, page 243, ainsi donc, non seulement l'esclavage et le colonialisme nous coûtèrent nos vies et nos terres, mais en outre, ils introduisent une rupture dans notre conscience historique, nous laissant sans grand sens de profondeur historique et sans aucun sens de continuité et d'unité culturelle. Ceci, ainsi qu'il fallait s'y attendre, nous rendit encore plus vulnérables aux assauts du colonialisme et du néocolonialisme. Qu'est-ce que c'est que l'afro? Pourquoi ce sourire? Non, parce que je vous lisais cela et je me disais... Vous êtes d'accord avec vous-même? Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez écrit? L'afrocentricité, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il faut converger? Et comment vous pouvez nous l'inspirer à nous qui vivons en Martinique et qui sommes terriblement influencés, même si nous luttons, hein, nous essayons de retrouver nos racines africaines, etc., à travers le tambour, à travers tout ça. Il y a des gens qui s'organisent pour nous dire que nous sommes tous créoles, hein, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de machin, on renie l'Afrique et nous sommes tous créoles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui avez bien réfléchi sur la question, pour que nous arrivions petit à petit à nous sortir de cette aliénation-là? Vous savez, l'argument que j'utilise est un argument fonctionnel. C'est-à-dire qu'il va de notre intérêt
J'ai fait une intervention ici en Martinique il y a quelques années et j'ai dit, vous savez, même si vous sentez que vous n'êtes pas africain, c'est ce que vous sentez dans votre cœur, au moins dites-le. Dites que vous êtes africain parce que c'est dans votre intérêt. L'Afrique, ou l'identité culturelle qu'on soit de l'Afrique, va vous donner une arme qui vous permettra de résister, de vous reconstruire par rapport à un Occident qui est très sûr de lui. Il vous parle de leurs racines, ça remonte à la Grèce, et ci, et ça, et il vous donne toute la généalogie, le Moyen-Âge, patiti, patata, Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, et puis les grands philosophes, les siècles des Lumières. Donc ils vous sortent tout le truc. Qui, bien sûr, ça peut faire sourire parce que c'est puéril, parce que en fait, c'est pas très long, à l'échelle de l'histoire humaine, etc. Ça fait quand même plus de 7 millions d'années qu'on est sur Terre. Mais je dis toujours, même si vous ne vous sentez pas africain, dites que vous l'êtes. Essayez de faire semblant. C'est déjà un pas, effectivement. Déjà, essayez. Et vous verrez comme que d'autres choses... Comme aux États-Unis, ils se disent africain-américain. Africain-américain. Ouais. Essayez déjà ça, et vous verrez ce que ça vous apportera. Oui. Non, c'est vrai, c'est pas mal. J'essaie d'être réaliste. C'est-à-dire que, bon, vous ne vous sentez pas africain. Ce n'est pas la peine de faire semblant, parce qu'on sait bien d'où nous sortons. Le stigma, etc. Je me dis, il y avait une amie qui était venue me voir au Bénin et elle avait rencontré une dame qui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? Il y a des mouches en Afrique, il fait chaud en Afrique. Comme s'il ne fait pas chaud, comme s'il n'y a pas de mouches en Guadeloupe, vous voyez. Mais c'était ça. Pour elle, l'Afrique était réduite à ça, une espèce de caricature terrible, sans même se rendre compte que ces gènes viennent d'Afrique, que son sang coule en Afrique, etc. etc. Donc, dites que vous êtes africain, commençons par là, et puis bon, petit à petit... Il y a de l'espoir quand même parce que, par exemple, nous avons ici en juillet un festival de la ville de Fort-de-France et ce festival très souvent fait venir des artistes de grandes troupes d'Afrique, du Sénégal, qui viennent faire des représentations et ça a beaucoup de succès. Ça a beaucoup parce de succès, oui. On les voit. Et on se reconnaît, on se retrouve en eux, on sait bien. Et puis, bon, nous n'avons pas, ce n'est pas dans notre culture non plus que de rejeter nos ancêtres, même si beaucoup de Martiniquais ont voulu, et Guadeloupéens ont voulu ne plus parler de l'esclavage, c'est fini, c'est pas bien, etc. Nous savons qu'ils sont en nous, nous savons que nous en sommes imprégnés, nous le sentons à tout moment. Tout à fait. Vous savez, c'est vraiment tragique. Parce que l'esclavage est devenu source de honte pour nous, alors qu'en fait, ça aurait dû être une source de honte oui, c'est les autres qui auraient dû avoir honte. Alors, ils ont tout inversé, c'est nous qui avons honte et c'est eux qui sont fiers de cette histoire-là. Ouais. Je voudrais peut-être finir comme ça en disant, vous savez, on nous a enlevé d'Afrique, mais on n'a pas pu enlever l'Afrique de nous. Voilà. Vous voyez, on n'a pas pu enlever l'Afrique de nous. Et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous faisons point là, c'est pour ça que nous tenons envers et malgré tout. Alors, est-ce que, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, moi j'ai noté un propos de vous que je voudrais donner en fin d'émission, mais avant cela, je voudrais vous donner la parole pour que peut-être vous vous adressiez en regardant la caméra à celles et ceux qui sont restés avec nous, donc qui sont intéressés par le sujet, et puis leur délivrer un message important, quelque chose à dire. Vous savez. On nous dit que l'Afrique est un continent perdu, et moi je pense que c'est vraiment tout le contraire, que c'est le continent d'avenir, le continent le plus riche, qu'il y a encore énormément de choses à faire en Afrique, et qu'il y a surtout à consommer l'indépendance africaine, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Donc c'est un moment historique, c'est un moment très fort, où porteur de plein de possibilités, et que c'est à nous à rêver de ces possibilités et à construire l'avenir et le présent même que nous souhaitons avoir. Mais rester dans cette servilité vis-à-vis du blanc, rester dans cette génuflexion, rester dans cette aliénation avec ces sortes de Père Noël, de Jésus, de champagne, tout ça, ça nous fatigue parce que nous ne sommes pas qu'un ventre. Nous ne sommes pas qu'un ventre qu'il faille remplir, nous sommes beaucoup plus que cela. Et donc c'est ça. Et quel modèle aussi que nous posons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous leur disons? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? On n'est pas venu que pour manger et boire. Donc c'est quoi en fait? Quelle est la marque qu'on veut laisser sur le monde? Et ça, c'est pas une marque, ça va être donc colonisé ou aliéné. Donc on ne veut pas avoir vécu pour rien. Moi, je ne veux pas avoir vécu pour rien. Et puis votre livre, ce livre, L'impératif afrocentrique, vous le concluez en disant « Car c'est bien de cela qu'il s'agit, en dernière instance, nous libérer de l'emprise mortelle de la suprématie blanche afin
que la révolution panafricaine soit. On n'a pas parlé de tout, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, les noms, etc. Mais je vous remercie beaucoup, Ama Mazama. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes en Martinique jusqu'à quand? Jusqu'au 28. Jusqu'au 29 décembre. Jusqu'au 29. On enregistre l'émission, mais l'émission est diffusée le samedi 31, je crois. Je ne sais plus si le samedi est le 31. Mais voilà. Ama Mazama, j'espère très fort, je souhaite très fort que nous ayons la possibilité de la retrouver, que nous ayons la possibilité de la retrouver surtout dans l'émission Lit en Âge où vous avez la possibilité d'appeler et donc vous aurez la possibilité de parler avec elle. Merci beaucoup. C'est moi qui Merci vous pour remercie, tout. Dani. Merci. Ce soir, puisque nous sommes mercredi, ce soir, il y a la grande cérémonie Kwanzaa, la grande fête, la fête des Noirs, des Africains que nous sommes. Et j'espère que vous aurez aimé ce que vous avez entendu, ou en tout cas que ça aura éveillé en vous une envie d'aller de l'avant. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2011. 2011 qui était l'année décrétée par l'UNESCO, l'année des personnes d'ascendance africaine. On n'a pas vu en quoi c'était ça, mais enfin bon, ça a été décrété comme ça. Je vous souhaite donc une très bonne année 2012 et pourquoi pas que cette année 2012 nous ouvre encore plus, au cours de cette année 2012, nous ayons les yeux encore plus ouverts sur notre africanité. L'honneur et puis respect. J'oublie à chaque fois, c'est systématique, mais je voudrais remercier Sidney Germani, bien sûr, qui chapeaute la réalisation, et Ronald Ekmil, qui était aux manettes. L'honneur et puis respect. Conversation vous a été présentée par le seul grand magasin d'alimentation bio en Martinique, Eden Bio.